Mon père a cédé son entreprise à mon frère. La SEC a reçu mon dossier. Je m'appelle Evelyn Sears et j'ai 34 ans. La dernière nuit de l'année, mon père s'est tenu sur une scène devant 140 invités, a levé une coupe de champagne et a annoncé qu'il transmettait l'entreprise familiale à mon frère. À minuit, il a déclaré « Je cède officiellement Sears Meridian Group à mon fils, Colton, celui qui l'a réellement mérité. » La salle a explosé. Applaudissements, coupe de champagne levée. L'orchestre a joué quelque chose de triomphal. Mon mari Nathan a trouvé ma main sous la table et l'a serrée. J'ai serré en retour. Tout le monde a compté à rebours. 19-8, confetti prêt, cotillon sorti. Mon frère se tenait sur cette scène comme s'il y appartenait, souriant, tenant un verre qui coûtait plus cher que ma première voiture. Mais voici ce qu'aucun d'entre eux ne savait. Ni mon père, ni mon frère, ni l'orchestre qui était sur le point d'arrêter de jouer. Je me préparais pour ce moment depuis 14 mois. Et à minuit pile, j'ai appuyé sur « Envoyer ». Voici comment cela s'est passé. Pour comprendre ma famille, il faut comprendre l'entreprise, Sears Meridian Group. Mon père, Gérald, l'a fondée il y a 30 ans dans un entrepôt loué en dehors de Charlotte, avec un seul camion de livraison et une ligne de crédit qu'il avait mendiée auprès de 3 banques différentes. Au moment où j'étais au lycée, c'était une entreprise de fabrication et de logistique de taille moyenne. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme de Wharton, elle était cotée en bourse. 380 millions de dollars de capitalisation boursière, 230 employés répartis sur 4 sites. J'ai rejoint l'entreprise comme stagiaire l'été après l'école de commerce. J'avais 26 ans. En 2 ans, j'ai reconstruit le système d'audit interne de zéro. En 5 ans, j'ai restructuré 47 millions de dollars de dettes à court terme lors d'une crise de liquidité qui a failli nous faire fermer. À 32 ans, j'étais vice-présidente des finances, la plus jeune vice-présidente de l'histoire de l'entreprise. Mon frère Colton a rejoint l'entreprise il y a 3 ans. Il avait 28 ans. Il a obtenu le titre de vice-président du développement commercial, un bureau d'angle, une assistante et une carte de crédit d'entreprise. Ce qu'il n'a pas obtenu, c'est la responsabilité. La division de Colton n'avait pas de livrable mesurable, pas d'évaluation de performance liée aux résultats. Il se présentait, serrait des mains lors de salons professionnels, commandait des déjeuners avec la carte de l'entreprise et appelait cela des relations clients. Lorsque le conseil d'administration a salué le redressement de l'entreprise après la crise de liquidité, mon père s'est levé lors de la réunion trimestrielle et a remercié l'équipe. Générique, large, sûr. Le lendemain, il a acheté une nouvelle voiture à Colton. C'est ainsi que fonctionnait la famille Sears. Mon père avait un dicton. Je l'ai entendu pour la première fois quand j'avais 16 ans, assise à la table de la cuisine, en faisant mes devoirs pendant qu'il parlait à ma mère de l'avenir. « Un fils porte le nom », disait-il. « Une fille porte les souvenirs. » J'ai porté bien plus que des souvenirs, mais Gerald Sears n'a jamais compté ce que sa fille portait. La première fois que mon père a utilisé du champagne comme accessoire de scène, c'était 3 ans avant ce réveillon du Nouvel An, pour son 60e anniversaire. Même domaine, même salle de bal, moins d'invités, peut-être 80, mais les mêmes lustres en cristal, le même orchestre de 12 musiciens, la même entreprise de traiteurs qui pliait les serviettes en petits signes. Gerald Sears se tenait à l'avant de la salle dans un costume anthracite, une flûte de champagne à la main, et a prononcé un discours sur l'héritage. Il a parlé de son propre père, Hank Sears, qui avait bâti une petite entreprise de camionnage dans les années 70 et l'avait perdue lorsque ses 3 filles l'avaient vendue après sa mort. Pas de fils pour la reprendre. Personne qui comprenait ce que cela signifiait. Je me suis promis de ne jamais laisser cela arriver, a dit mon père. Il a regardé Colton. Ce soir, je veux présenter l'avenir de Sears Meridian, mon fils, mon héritier, celui que j'ai élevé pour cela. 80 personnes ont applaudi. Colton s'est avancé et a serré la main de mon père. Il y avait des photos, un gâteau.
L'orchestre a joué My Way. Je me tenais près du fond, avec une flûte de champagne que je n'avais pas bu. Nathan s'est penché. « Ça va ?» ?»« Je vais bien. » J'ai posé le verre sur la table la plus proche. J'ai toujours été bien toute ma vie. Cette nuit-là, en rentrant à la maison, Nathan n'a rien dit pendant 21 minutes. Il ne t'a pas mentionné du tout. Je sais. Tu as sauvé cette entreprise il y a 2 ans. Je sais aussi. J'ai regardé les lignes de l'autoroute défiler et j'ai pensé à mon grand-père, Hank Sears, l'homme qui a tout perdu parce qu'il ne faisait confiance à personne qui ne portait pas son nom de famille. Mon père a passé toute sa vie à essayer de ne pas répéter cette erreur. Il en a commis une autre à la place. J'étais la première personne dans le bâtiment chaque matin. 6h30, le parking vide, à l'exception du gardien de nuit terminant son service. Je lui faisais un signe de tête, passais mon badge, marchais devant les bureaux sombres et m'asseyais à mon bureau, à côté de la salle des serveurs. Mon bureau partageait un mur avec l'infrastructure de données de l'entreprise. Quand les serveurs bourdonnaient la nuit pendant le traitement par l'eau, je pouvais le sentir à travers le sol. J'aimais ce son. Cela signifiait que les chiffres tournaient. Cela signifiait que le système que j'avais bâti fonctionnait. Chaque piste d'audit de cette entreprise passait par mon département. Les paiements aux fournisseurs, les cycles de paie, la reconnaissance des revenus, les dépôts trimestriels auprès de la SEC. Je les examinais tous, non pas parce que c'était exigé à mon niveau, mais parce que je ne pouvais pas m'arrêter. C'était ma faiblesse. Non pas la naïveté, ni la loyauté aveugle, mais le perfectionnisme, l'excès de responsabilité. Je ne pouvais pas laisser une feuille de calcul avec une erreur d'arrondi. Je ne pouvais pas quitter le bâtiment en sachant qu'il y avait un bon de commande que je n'avais pas vérifié. 230 personnes dépendaient de l'exactitude de ces chiffres. Leurs prêts immobiliers, les fonds d'études de leurs enfants, leurs comptes de retraite. Ma mère appelait cela du surmenage. « Tu vas t'épuiser, ma chérie », disait-elle au téléphone. « Ton frère s'est délégué. Tu devrais apprendre de lui. » Colton savait déléguer parce que Colton ne faisait rien qui vaille la peine d'être retenu. Il déléguait le travail parce qu'il n'y avait pas de travail au départ. Mais dans le vocabulaire de ma mère, c'était du leadership. Je ne discutais pas avec elle. J'avais cessé de discuter avec ma mère à propos de Colton il y a longtemps. Cela ne changeait jamais rien. Elle baissait simplement la voix et disait la même chose que d'habitude. Je vous dirai ce que c'était, mais pas encore. Le jour de Thanksgiving, 14 mois avant la fête du Nouvel An. Gérald, Diane, Colton, la petite amie de Colton, Laure, Nathan et moi. 6 personnes, autour d'une table, prévue pour 12. De la dinde, de la sauce au canneberge, un gratin que ma mère avait préparé d'après une recette découpée dans un magazine en 1994. Mon père a abordé la question de la succession, sans subtilité. Il a posé sa fourchette et a dit « Je veux parler du plan de transition ». Il l'a exposé. Colton occuperait un poste de co-PDG au printemps, puis de PDG à part entière en janvier suivant. Le conseil d'administration l'approuverait. Une transition en douceur, a dit Gérald. Sans drame. J'ai posé ma fourchette. Avez-vous envisagé un comité de succession formel, une supervision au niveau du conseil d'administration, une évaluation indépendante des candidats? La table est devenue silencieuse. Gérald m'a regardé comme si j'avais commencé à parler une langue étrangère. Ce n'est pas une décision de comité, Evelyne. C'est une affaire de famille. Colton s'est penché en arrière, a souri, sans dire un mot. Il n'en avait pas besoin. Ma mère m'a touché le bras sous la table. Je savais ce qui allait arriver. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Elle l'a dit doucement, presque tendrement, de la manière dont elle disait tout ce qui était destiné à me faire taire. J'ai repris ma fourchette, mangé une bouchée de gratin et j'ai laissé tomber. Mais voici ce qui m'est resté après ce dîner. Les chiffres trimestriels de Colton. Sa division avait signalé un nombre record d'acquisitions de fournisseurs ce trimestre-là. 12 nouveaux contrats, des prévisions de revenus en hausse de 19%. Sur le papier, cela ressemblait à un miracle.
J'ai passé ces chiffres dans mon système d'audit le lundi matin suivant. 12 nouveaux contrats. 3 d'entre eux étaient avec le même fournisseur sous des noms légèrement différents. Tous les paiements étaient dirigés vers un seul compte de réception. J'ai imprimé le rapport, l'ai ramené à la maison et je l'ai gardé pendant 2 semaines. C'était le début. Le fournisseur s'appelait Greystone Industrial Supply. Je n'en avais jamais entendu parler avant cet audit de Thanksgiving. Ils étaient apparus dans notre système 8 mois plus tôt, répertoriés comme fournisseurs de composants logistiques spécialisés. La division de Colton les avait signés. J'ai effectué les vérifications standards. Adresse commerciale, une boîte postale à Wilmington, Delaware. Pas de bureau physique, pas de site web d'entreprise, pas d'employés répertoriés sur LinkedIn, pas de profil Better Business Bureau, pas d'enregistrement d'entrepreneur d'État. Les paiements étaient structurés avec soin. Des virements bancaires mensuels, chacun juste en dessous du seuil de déclaration. 3 contrats, 3 noms d'entités légèrement différents. Greystone Industrial Supply, LLC, Greystone Logistics Solutions, Inc., Greystone Supply Group. Le même numéro de compte de réception pour les 3, un cas d'école. Quelqu'un avait déjà fait cela auparavant ou quelqu'un avait reçu des instructions précises sur la manière de procéder. J'ai extrait les autorisations de paiement. Chacune d'elles avait été approuvée au sein de la division de Colton. Son assistant avait traité les documents. Sa signature figurait sur les originaux des contrats. Total dispersé aux entités Greystone en 8 mois, 1,2 million de dollars pour un fournisseur qui, d'après ce que je pouvais dire, ne fabriquait, n'expédiait, ni ne livrait rien. Je n'ai pas confronté Colton. Je ne suis pas allé voir mon père. Je n'ai pas appelé le conseil d'administration. J'ai imprimé chaque document, chaque relevé de virement, chaque contrat. Je les ai mis dans un dossier, j'ai mis le dossier dans mon sac et je suis rentrée chez moi. Nathan était dans la cuisine quand je suis entrée. Il m'a regardée, portant une pile de papier de 5 cm d'épaisseur, et a dit « Qu'est-ce que tu lis ?» J'ai posé le dossier sur la table de la cuisine, me suis assise et me suis versé un verre d'eau. Le début de quelque chose que je ne pouvais pas défaire. Il a tiré une chaise et s'est assis en face de moi. Il ne m'a pas demandé d'expliquer, il a attendu. Ce week-end-là, j'ai étalé toutes les impressions sur notre table de salle à manger. Cela occupait toute la surface. Les relevés de virements bancaires à gauche, les copies de contrats au centre, les documents d'enregistrement d'entités à droite. Nathan se tenait au bord de la table, les bras croisés, lisant à l'envers. Il était associé dans un cabinet d'avocats spécialisé dans les litiges d'entreprise. Pas exactement du droit boursier, mais suffisamment proche. « Société Écran », dit-il en désignant l'enregistrement au Delaware, enregistré au nom d'une personne appelée David Morel. Il me regarda. « Connais-tu ce nom ?» Non, mais Colton avait assisté à une conférence commerciale à Atlanta il y a 14 mois. J'ai extrait la liste des participants. David Morel y figurait comme représentant de fournisseurs au stand 17. Nathan expira lentement. C'est craint. Si c'est ce que ça semble être, ce n'est pas seulement une fraude interne. L'entreprise est cotée en bourse. Les dépôts auprès de la Commission des valeurs mobilières, les informations aux investisseurs, les rapports trimestriels. Si ces paiements aux fournisseurs sont frauduleux, les états financiers que Sears Meridian a déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières sont matériellement erronés. Je sais que cela en fait une fraude boursière. Je le sais aussi. Il resta silencieux un instant. Alors, tu devrais déposer une plainte de lanceur d'alerte. C'est confidentiel auprès de la Commission des valeurs mobilières. La loi Dodd-Frank protège ton identité. Si les sanctions dépassent 1 million de dollars, tu pourrais être éligible à une récompense de 10 à 30%. J'ai secoué la tête. Je ne fais pas ça pour l'argent. Je sais que non. Mais tu dois le faire via un système qui te protège, car si tu vas voir Gérald avec ça, il l'enterrera. Et s'il l'enterre, ce sont ses 230 employés qui paieront quand tout finira par éclater. Il avait raison. Si j'essayais de gérer cela en interne, au sein de la famille, cela disparaîtrait. Pas pour l'argent, ai-je dit. Pour information,
En décembre de l'année précédente, 13 mois avant la fête du réveillon du Nouvel An, je me suis assise à la table de la cuisine après que Nathan fut allé se coucher, mon ordinateur portable ouvert sur le portail de soumission de signalement de lanceur d'alerte de la Commission des valeurs mobilières, un long formulaire avec des champs pour les informations sur l'entreprise, les violations présumées et les pièces justificatives. J'ai tapé pendant 2 heures, détaillant les entités Greystone, les schémas de paiement, la structuration, les signatures de Colton, j'ai joint les impressions que j'avais scannées, puis j'ai cliqué sur « Envoyer » à 23h47. Écran de confirmation. Signalement accepté. Numéro de référence attribué. Un courriel de confirmation est arrivé quelques secondes plus tard. Mon téléphone a vibré sur la table. Le son de la notification. Je l'ai fixé. 14 caractères. Un numéro de référence qui signifiait que quelqu'un en dehors de ma famille, en dehors de ce bâtiment, en dehors de l'orbite de Gérald, savait maintenant ce que je savais. J'ai fait une capture d'écran de la confirmation, l'ai enregistrée dans un dossier chiffré sur une clé USB et j'ai rangé la clé USB dans notre coffre-fort familial, à côté de notre certificat de mariage et de la montre à gousset du grand-père de Nathan. Au travail le lundi suivant, je suis entrée à 6h30 comme toujours, j'ai fait un signe de tête au gardien de nuit, je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert les états financiers trimestriels que Gérald m'avait demandé de préparer pour le conseil d'administration. J'ai fait mon travail, chaque chiffre était parfait, chaque note de bas de page exacte, car c'était là l'essentiel. Je ne sabotais rien. Je faisais mon travail mieux que quiconque dans ce bâtiment. Mais j'ai aussi commencé à constituer un deuxième dossier, privé, hors ligne. Chaque transaction Greystone était enregistrée. Chaque chaîne d'approbation tracée. Chaque courriel entre l'assistant de Colton et le service des comptes fournisseurs. Daté, organisé, avec des références croisées. L'entreprise a organisé sa fête de fin d'année cette semaine-là. Gérald se tenait dans la cafétéria avec une coupe de champagne et apportait un toast. Une autre année record. Tout le monde a levé sa coupe. Colton a souri. J'ai tenu ma coupe. Je n'ai pas bu. J'ai souri quand ils ont regardé dans ma direction. Si vous vous êtes déjà assis en face de quelqu'un qui s'est attribué le mérite de tout ce que vous avez construit et que vous avez souri malgré tout, vous connaissez ce sentiment. 3 mois après mon dépôt, la Commission des valeurs mobilières a pris contact. Pas un appel téléphonique, pas une lettre, mais un message via le portail sécurisé. Un enquêteur avait été désigné. Ils avaient examiné ma soumission initiale et ouvert une enquête préliminaire sur le groupe Sears Meridian. Ils en voulaient davantage. Plus précisément, ils demandèrent des documents internes, des flux de travail d'autorisation de paiement, des dossiers d'intégration des fournisseurs, des journaux de communication entre la division du développement commercial et le service des comptes fournisseurs. J'avais tout cela, chaque pièce, car j'étais la vice-présidente des finances. C'était mes dossiers, mon système, mes pistes d'audit. Y accéder n'était pas de l'espionnage. C'était mon travail. Au cours des 4 semaines suivantes, j'ai compilé une deuxième soumission, organisée par catégorie, les registres de paiement en haut, les enregistrements des fournisseurs au milieu, les mémos internes en bas. Je les ai téléchargés via le portail sécurisé un dimanche soir, pendant que Nathan lisait sur le canapé. « Fini ?» demanda-t-il sans lever les yeux. « Deuxième lot. »« Combien d'autres ? » ?»« Au moins un, peut-être 2. Ils ont besoin de connaissances au niveau de la direction. » Il hocha la tête. Nous n'en avons pas discuté davantage. Au travail, le rythme a continué. Gérald a annoncé une réunion générale pour le mois suivant. L'objet de l'invitation au calendrier indiquait « L'avenir de Sears Meridian ». Tout le monde dans le bâtiment savait ce que cela signifiait. La succession. Le nom de Colton en tête de liste. Mon assistante Pamela l'a mis à mon calendrier et s'est arrêtée à ma porte. Dois-je bloquer les déplacements cette semaine-là ? Non, je serai là. Elle me regarda une seconde de trop. Pam était avec moi depuis 6 ans. Rien ne lui échappait. D'accord, dit-elle en partant. J'ouvris le portail de la SEC et vérifiai le statut. Actif, en cours d'examen, en attente de plus d'informations. J'en avais davantage.
La réunion générale se tint dans la salle de conférence principale, où il n'y avait plus de place assise. Tous les employés qui le pouvaient y assistèrent. Gérald apporta un pupitre. Il apporta un projecteur. Il apporta une présentation avec une chronologie. La diapositive affichait Transition de leadership Sears Meridian Group. En dessous, une photo de Colton en costume, les bras croisés, souriant. Le genre de photo qui figure sur la couverture d'un magazine que personne ne lit. Gérald parla pendant 25 minutes. L'histoire de la fondation, les premières années, la croissance. Puis, toute grande entreprise a besoin d'un successeur qui comprend non seulement les chiffres, mais aussi les personnes. Quelqu'un qui tisse des liens, quelqu'un qui dirige avec vision. Il marqua une pause, regarda Colton. « Je suis fier d'annoncer que mon fils, Colton Sears, commencera à exercer en tant que co-PDG en formation à compter de ce printemps. » Applaudissements. Pas tonitruants. Polis. Le genre d'applaudissements qui remplissent une pièce sans conviction. Colton prit la parole. Son discours était soigné, répété. Le rédacteur de discours de Gérald l'avait clairement rédigé. Colton remercia les employés, remercia le conseil d'administration, remercia tous ceux qui avaient rendu cela possible. Il ne mentionna pas mon nom. Après la réunion, Pam vint à mon bureau et ferma la porte. « Il n'a même pas prononcé votre nom. J'ai remarqué que vous aviez reconstruit le système d'audit. Vous avez sauvé l'entreprise en 2020. Vous êtes la raison pour laquelle les salaires sont versés toutes les 2 semaines. Pam. » Elle s'arrêta. Je la regardais. Je sais ce que j'ai fait. Je n'ai pas besoin que Colton le liste. Ce soir-là, ma mère appela. N'était-ce pas merveilleux? Votre frère avait l'air si présidentiel. Elle avait vraiment dit ça. Présidentiel? Je répondis. Il ressemblait à quelqu'un qui s'entraîne devant un miroir. Il y eut un silence. Evelyne, juste mon nom. Un point à la fin. Puis, le silence. Un jeudi soir de mai. La majeure partie du bâtiment s'était vidée vers 6 heures. J'étais toujours à mon bureau, terminant le rapprochement trimestriel des fournisseurs. Un travail de routine, le genre de choses que je pouvais faire les yeux à moitié fermés. Le bureau de Gérald était sombre. Il était à une collecte de fonds de golf à Hilton Head. Il ne serait pas de retour avant lundi. J'avais besoin du fichier principal des fournisseurs, la copie physique. Gérald gardait les originaux dans un classeur verrouillé derrière son bureau. Il était démodé à cet égard. Les copies numériques se trouvaient sur le serveur. Les originaux se trouvaient dans le classeur de Gérald. « Le papier ne plante pas », disait-il. Je l'avais vu ouvrir ce classeur des centaines de fois. Il gardait la clé dans le tiroir supérieur droit de son bureau, dissimulé derrière une boîte de stylos monogrammée qu'il avait reçue pour son 50e anniversaire. J'entrai dans son bureau. La lumière du couloir traçait une bande sur son tapis. J'ouvris le tiroir, trouvai la clé derrière les stylos. Une petite clé en laiton, rayée et ancienne. J'ouvris le classeur. Le 3e dossier à partir de l'avant était étiqueté « Contrat fournisseur année en cours ». À l'intérieur, 12 dossiers, un pour chaque fournisseur actif. Le 6e était marqué « Greystone Industrial Supply ». À l'intérieur, le contrat original signé par Colton, contresigné par David Morel. Conditions. Honoraires mensuels pour des services de conseil en logistique. Livrable. Aucun spécifié. Calendrier de paiement. Virement mensuel structuré. Je photographiais chaque page, recto et verso. 17 images. Je remis le dossier à sa position exacte. Je fermais le classeur, le verrouillais, remis la clé derrière les stylos, fermais le tiroir, sortis, pointais mon badge, rejoignis le parking, puis ma voiture. Je rentrais chez moi en voiture, mon téléphone posé sur le siège passager. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais du poids de la certitude. 14 mois de suspicion. Et maintenant, je tenais la preuve. Helen Ostracki siégeait au conseil d'administration de Sears Meridian depuis 9 ans. Ancienne directrice financière d'une entreprise d'emballage 3 fois plus grande que la nôtre. Vive,
stable. Le genre de femme qui portait des lunettes de lecture attachées à une chaîne et qui rendait pourtant les avocats du conseil d'administration nerveux. Elle était ma mentor depuis ma 2e année. Un café une fois par mois dans un café en dehors du campus. Pas d'ordre du jour, juste une conversation. Ce mois-là, je lui posais une question que je n'avais jamais posée auparavant. Hélène, quand vous étiez directrice financière, avez-vous déjà vu des contrats de fournisseurs qui n'avaient pas de sens? Elle posa sa tasse, me regarda par-dessus ses lunettes de lecture. Une fois que je l'ai soumise au conseil, ils ont formé un sous-comité. Le sous-comité s'est réuni 2 fois. Ensuite, le contrat de fournisseur a été reclassé en accord de conseil et personne n'en a plus jamais parlé. Qu'est-il arrivé au fournisseur? Toujours actif, la dernière fois que j'ai vérifié. Elle marqua une pause. S'agit-il de Greystone? Mon café était à mi-chemin de ma bouche. Je me figeais. Hélène se pencha en avant. J'ai 58 ans, Evelyne. Je lis des états financiers depuis avant votre naissance. J'ai remarqué des choses. J'ai remarqué les entités Greystone il y a 6 mois. 3 noms, un compte, des paiements structurés en dessous de la ligne de déclaration. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Parce que la dernière fois que j'ai dit quelque chose, j'ai appris que dire quelque chose entre ces murs ne change rien. Cela change juste qui reste. Elle ramassa sa tasse. Mais vous avez quelque chose que je n'avais pas à l'époque. Quoi? L'accès, la jeunesse et un mari qui comprend les règles de sécurité. Je n'ai rien confirmé. Elle ne me l'a pas demandé. Elle a juste dit, quel que soit le chemin sur lequel vous êtes, terminez-le. J'ai terminé mon café. Nous avons parlé du temps. Elle m'a parlé de son jardin. Nous n'avons plus mentionné Greystone. Juin, la 3e soumission à la SEC. Celle-ci était différente. Les 2 premières étaient des dossiers financiers, des chiffres, des schémas. Celle-ci avait des visages. J'ai téléchargé les photographies du contrat original de Greystone. La signature de Colton, claire comme un titre de journal. La contre-signature de David Morrell à côté. J'ai inclus l'enregistrement de la société Greystone Industrial Supply LLC, déposée au Delaware, listant David Morrell comme seul membre. Et j'ai inclus une liste de participants à une conférence d'Atlanta, 14 mois auparavant, montrant que Colton Sears et David Morrell s'étaient inscrits au même salon professionnel de l'industrie. Le stand 17 et le stand 42 étaient adjacents. Un enquêteur de la SEC a répondu en moins d'1 semaine. Un message sur le portail sécurisé. La documentation est substantielle. Nous sommes en train de constituer un dossier formel. Pour passer à l'étape de l'exécution, nous aurons besoin d'un élément supplémentaire. Des preuves de connaissance ou de directives au niveau de la direction. Spécifiquement des communications démontrant que la haute direction était au courant de l'arrangement. La haute direction, il voulait dire Gérald. Ils me demandèrent de prouver que mon père savait. J'ai réfléchi à cela pendant 1 semaine, non pas parce que j'en doutais, mais parce que le prouver signifiait quelque chose que je ne pouvais pas annuler. Le mardi suivant, Gérald m'a emmené déjeuner dans un restaurant de grillades du centre-ville, juste nous 2. Cela n'arrivait presque jamais. Il a commandé un bourbon et s'est adossé. « Je sais que ce plan de succession est difficile pour toi, dit-il. Tu as donné plus à cette entreprise que la plupart des gens ne le comprendront jamais. Mais la transmettre à Colton, c'est ce qui est juste pour la famille. » Je l'ai regardé de l'autre côté de la table. L'homme qui avait bâti un empire et confondu le nom de famille de son fils avec le mérite. « Je comprends, dis-je. J'en ai fait plus qu'il ne le saurait jamais. » La preuve au niveau de la direction se trouvait quelque part dans son bureau, dans une armoire verrouillée derrière une clé en laiton. Août, un mercredi, Gérald était à New York pour des réunions d'investisseurs, à 2 jours de là. Je suis allée à son bureau à 19h. Le bâtiment était presque vide. J'ai badgé pour entrer. Les lumières du couloir fonctionnaient avec un détecteur de mouvement. Mes pas sur la moquette étaient le seul son. La clé était derrière les stylos, comme la fois précédente. La même éraflure sur le laiton, le même poids dans ma paume. J'ai ouvert l'armoire. Cette fois, je ne cherchais pas de contrat de fournisseur.
Je cherchais quelque chose que Gérald gardait à part. Un dossier que j'avais remarqué la dernière fois, mais que je n'avais pas ouvert. Étiqueté CS, évaluation des fournisseurs. CS, Colton Sears. À l'intérieur, 4 pages d'une chaîne d'emails entre Gérald et Colton, datée d'il y a 11 mois. Objet. Greystone. Géré discrètement. Le premier email venait de Colton. Papa, la facture Greystone pour le 3e trimestre est prête. Même structure qu'avant. David dit qu'il a besoin du virement d'ici vendredi. La réponse de Gérald. J'ai examiné l'arrangement. Les chiffres fonctionnent pour le trimestre. Assure-toi que la facturation ne dépasse pas le seuil. Je m'occuperai des questions du conseil. Je l'ai lu 2 fois, 3 fois. J'ai laissé les mots s'imprégner. Gérald savait. Gérald l'avait dirigé. Gérald avait écrit « Je m'occuperai des questions du conseil », comme s'il planifiait un déjeuner. J'ai photographié les 2 pages, remis le dossier, verrouillé l'armoire, la clé derrière les stylos, fermé le tiroir, puis je suis partie. À la maison, Nathan était à la table de la cuisine. Je me suis assise en face de lui et lui ai tendu mon téléphone. Il a lu les photos, a expiré, a fermé les yeux. « C'est ça », dit-il. « C'est la connaissance au niveau de la direction dont ils ont besoin. » J'ai repris le téléphone. J'ai regardé la capture d'écran des mots de Gérald. Je m'occuperai des questions du conseil. Et j'ai pensé à une autre phrase qu'il aimait utiliser, celle à propos de Colton, celui qui l'avait vraiment mérité. L'ironie n'était pas compliquée. Elle était juste totale. Mon père avait construit un mur pour protéger la fraude de son fils et l'avait appelé héritage. J'ai soumis l'email ce week-end-là. La SEC a confirmé la réception en quelques heures. Septembre a glissé vers octobre. L'enquêteur de la SEC a confirmé que l'affaire était désormais dans le circuit formel d'exécution. Calendrier ? Ai-je demandé via le portail. Des mois fut la réponse, pas des semaines. Je pouvais attendre. J'avais attendu toute ma vie que les gens voient ce que je voyais. Quelques mois de plus, ce n'était rien. Au bureau, la vie suivait son cours. Colton a commencé à redécorer le bureau d'angle de Gérald. Nouveau bureau, nouvelles étagères, une plaque nominative indiquant Colton Sears, P.D.G., même si le titre n'avait pas été officiellement conféré. Gérald est passé devant un matin, a souri et a continué son chemin. Je passais devant tous les jours en allant à la salle des serveurs, chaque jour. Réunion du conseil d'administration en octobre. Gérald a présenté le plan formel de transition du PDG. Colton Sears devait assumer le rôle de président-directeur général à compter du 1er janvier. Un transfert progressif au cours du 4e trimestre. Annonce aux employés et aux actionnaires en décembre. Le conseil a voté 5 pour, 2 contre. Hélène Ostraki a voté non. Elle n'a pas expliqué pourquoi. Elle n'en avait pas besoin. Je me suis abstenue pour conflit d'intérêts. J'étais de la famille et j'étais responsable des finances. L'abstention était protocolaire, mais elle me semblait être autre chose. Ce soir-là, je suis restée assise dans ma voiture sur le parking du bureau pendant 15 minutes avant de démarrer le moteur. Nathan a appelé. « Comment ça s'est passé ?» 5 contre 2. Ils l'ont approuvé. Quand ? Le 1er janvier. Il est resté silencieux. Alors, de quoi as-tu besoin ? Une signature de plus. Un contrat de plus de Colton via Greystone. Quelque chose de récent. Quelque chose qui prouve que le stratagème est toujours actif. Quand ? Bientôt. Il va signer quelque chose avant la fin de l'année. Il le fait toujours. Les pressions des fournisseurs du 4e trimestre, c'est son truc. Nathan. Et ensuite ? Ensuite, je termine ça. J'ai démarré la voiture, suis rentrée chez moi et préparé le dîner, sans penser au champagne. En novembre, 3 jours avant la fête de l'Action de grâce, un bon de commande est arrivé sur mon bureau. Un bordereau de routage y était joint. Division de Colton, Greystone Logistics Solutions Incorporated. Montant, 890 000 $. Catégorie, service de conseil en logistique. Durée, 6 mois, 890 000 $. Le plus gros contrat unique de Greystone à ce jour. Conformément à la politique de l'entreprise,
Tout paiement à un fournisseur dépassant 500 000 dollars exigeait la signature du vice-président des Finances. C'était moi. Colton avait besoin de mon autorisation pour finaliser la transaction. Le bordereau de routage est resté sur mon bureau pendant 1 heure. Je l'ai regardé comme un chirurgien regarde une radiographie, de manière clinique, détachée, lisant les dégâts sous-jacents. Puis je l'ai signé. J'ai autorisé le paiement parce que c'était mon travail. Parce que le refuser sans motif déclaré aurait soulevé des questions auxquelles je n'étais pas prête à répondre. Et parce que j'avais besoin de ce contrat dans le dossier de la SEC. Une signature fraîche, une transaction actuelle, la preuve que le stratagème n'était pas historique. Il était en cours. Colton n'a pas appelé pour me remercier. Il ne savait même pas que le document était passé par mon bureau. Son assistant l'avait acheminé via la chaîne d'approbation standard. J'étais une case à cocher. Ce soir-là, j'ai scanné le contrat signé, le bordereau de routage et l'autorisation de virement. J'ai ouvert le portail de la SEC et les ai téléchargés comme dépôt supplémentaire. La pièce finale, les documents en or, étaient désormais complets. L'enregistrement de la société écran, les relevés de paiement, les signatures de Colton sur 18 mois de transactions, l'email de dissimulation de Gérald, et maintenant le contrat de novembre avec ma propre approbation. Une vice-présidente des Finances faisant son travail, autorisant sans le savoir la fraude de son frère. J'ai fermé l'ordinateur portable, pris mon téléphone, envoyé un message à Nathan en un mot. Fait. Il a répondu par un point. Pas de mots, juste un accusé de réception. Tout était dans le dossier. Tout était auprès de la SEC. Il ne restait plus que le timing. L'invitation est arrivée la première semaine de décembre. Papier cartonné crème, lettrage gravé, bordure dorée. Gérald et Diane Sears vous prient cordialement d'honorer de votre présence leur célébration annuelle du réveillon du Nouvel An. Une annonce très spéciale sera faite à minuit. Salle de bal du domaine. Tenue de soirée exigée. Merci de confirmer votre présence avant le 15 décembre. J'ai tenu la carte dans ma cuisine, l'ai lue 2 fois, puis l'ai posée sur le comptoir à côté de la corbeille de fruits. Une annonce très spéciale. Minuit, 140 invités. Je savais exactement quelle serait l'annonce. La succession, la couronne, le moment « Votre fils », champagne, orchestre, toute la mise en scène. Ma mère a appelé cet après-midi-là. « As-tu reçu l'invitation ?» « Oui. »« Mais quelque chose de joli, ma chérie. C'est la soirée de Colton. » Elle a marqué une pause. « Et Evelyne. »« Oui, maman. » Ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. C'était ça. La phrase, les mêmes 6 mots qu'elle avait utilisés à la fête de l'Action de grâce. Le même ton, calme, presque bienveillant, conçu pour me faire rapetisser juste assez pour tenir dans l'espace qu'il m'avait assigné. Je serai là, maman. Bien. Ton père l'attend avec impatience. J'ai raccroché, me suis dirigée vers mon bureau à domicile et ouvert mon ordinateur portable. Le dossier de l'affaire de la SEC était mis en favori. J'ai cliqué dessus, fait défiler les soumissions, 4 lots, 14 mois de documentation, contrat, relevé de virement, enregistrement d'entreprise, l'email de Gérald, les signatures de Colton, le contrat de novembre, tout cela attendant dans un système fédéral. J'ai fermé l'ordinateur portable, suis retournée à la cuisine et repris l'invitation, tenue de soirée, salle de bal du domaine, une annonce très spéciale à minuit. J'ai ouvert mon placard. J'ai choisi un haut noir structuré et des boucles d'oreilles pendantes argentées. Simple, épuré, le genre de tenue qui ne demande pas d'attention, mais ne s'excuse pas d'être présente. Je serai là et j'apporterai mon téléphone. Mi-décembre, mon avocate a appelé, pas Nathan. Mon avocate, je l'avais engagée séparément par l'intermédiaire d'un autre cabinet. Des lignes claires, pas de chevauchement, pas de conflit. Elle s'appelait Claire. Elle était directe. La SEC a confirmé que l'enquête est active. Une saisine formelle pour exécution est sur la table. Si de nouvelles preuves sont soumises, avant la finalisation de toute action corporative, cela crée un enregistrement temporel clair, ce qui signifie que si vous soumettez des preuves supplémentaires avant que la succession ne prenne effet,
Cela démontre que la SEC disposait d'informations importantes avant le changement de direction, ce qui renforce l'affaire et complique tout argument selon lequel la transition aurait été menée de bonne foi. Je compris que la succession était prévue pour le 1er janvier. L'annonce à minuit, le soir du réveillon du Nouvel An, était le moment public. Si je soumettais les preuves avant cette annonce, le dossier de la SEC montrerait que l'agence avait reçu les documents de fraude avant que l'entreprise ne se remette à la personne commettant la fraude. Donc, le timing est crucial, dis-je. Le timing fait toute la différence. Je passai les 2 semaines suivantes à préparer un dossier complémentaire, un résumé clair, une chronologie reliant chaque transaction Greystone du 1er mois au 18e mois, recoupée avec les relevés de voyage de Colton, l'email de Gérald et le contrat de novembre. 42 pages, 3 contrats, une directive de dissimulation, un schéma complet. Je l'ai formaté en un seul PDF, puis l'ai téléchargé sur le portail de soumission électronique de la SEC en tant que brouillon. Sauvegarder, non soumis à un bouton de distance. Approuver et soumettre. 2 mots sur un bouton gris. Il suffisait que je le touche. Nathan me demanda un soir « Quand ?» « Minuit », dis-je. Il ne demanda pas pourquoi minuit. Il le savait déjà. Gérald avait choisi minuit. Gérald avait choisi la scène. Gérald avait choisi le public. Je ne faisais que choisir la même heure. Elle avait passé 14 mois à construire un dossier qui tenait dans un seul email. Le 30 et 1 décembre. Je me réveillais à 6h15, par habitude. La chambre était sombre. Nathan était déjà éveillé, assis au bord du lit, habillé. Nous n'avons pas parlé de ce soir. Pas encore. Je descendis, préparai du café, des toasts beurrés, m'assis à la table de la cuisine. Normal, ordinaire. Une routine de mardi matin, le dernier jour de l'année. J'ouvris mon téléphone. Le portail de la SEC était en favori. Je le touchais. La soumission brouillon était là. 42 pages jointes. Statut. Brouillon. Un bouton gris. Approuver et soumettre. Je fermai l'application. Je bus mon café. Un message de Colton à 8h37. Sœur, ce soir va être génial. Papa a prévu quelque chose de spécial. Tu devrais voir le champagne qu'ils ont commandé. 32 caisses. 32 caisses pour 140 invités. Cela faisait presque 3 bouteilles par personne. Gérald Sears ne faisait jamais les choses à moitié. Je répondis « J'ai hâte ». J'effaçai le point. Je le retapais avec un point. Nathan descendit. « Ça va ? Demande-moi demain. » Il se servit son café. Nous nous assîmes l'un en face de l'autre. Le dossier n'était plus sur la table. Les impressions n'étaient plus étalées dans la salle à manger. Il n'y avait plus rien à étaler. Tout était numérique désormais. Tout était dans le système. 14 mois de documentation compressée en un PDF de 42 pages, attendant sur un serveur gouvernemental une seule pression du pouce. À 16h, je pris une douche, séchai mes cheveux, les attachai. Un chignon torsadé, blond platine, tiré en arrière. J'enfilai le haut noir structuré, les boucles d'oreilles argentées. Je me regardais dans le miroir de la salle de bain. Je ne ressemblais pas à quelqu'un sur le point de mettre fin à la carrière de son frère et de faire enquêter sur son père. Je ressemblais à quelqu'un qui allait à une fête. C'était bien là le but. Nathan conduisait. Il conduisait toujours quand nous allions au domaine. Je m'assis sur le siège passager et regardais la route. 45 minutes de notre maison en banlieue jusqu'à la propriété familiale. D'abord l'autoroute, puis des routes départementales à 2 voies, puis la longue allée de gravier bordée de camions de traiteurs et d'un service de voituriers que ma mère avait mis en place car elle ne voulait pas 140 voitures sur la pelouse. Nous passâmes devant un champ de chaume hivernal, des arbres dénudés. Le soleil était déjà couché, juste une ligne grise là où se trouvait autrefois l'horizon. Nathan dit « Tu n'es pas obligé de faire ça ce soir. » Je ne suis obligé de le faire aucun soir. Je le regardais.
Mais ils ont choisi ce soir. Ils l'ont rendu public. 140 témoins, un orchestre, un toast au champagne. Ils ont choisi la scène. Je n'ai pas choisi le public. Sa mâchoire se crispa. Il hocha la tête. Mon téléphone vibra. Un message de Claire, mon avocate. Portail confirmé opérationnel. Prête quand tu veux. Je le lus. Ne répondis pas. J'ai glissé le téléphone dans ma pochette. Nous tournâmes sur l'allée de gravier. À travers les arbres, je pouvais voir la maison. Les lumières allumées à chaque fenêtre, une tente blanche sur la terrasse arrière. L'orchestre faisait une balance. J'entendais la basse à travers les vitres de la voiture. Nathan se gara au bord de la file des voituriers. Nous restâmes un instant, le moteur qui ronronnait. Un traiteur passa, portant un plateau de coupes de champagne. Du cristal, la marque de fabrique de Gérald. Nathan tendit la main et prit la mienne. Il l'a serrée une fois. Pas comme on serre quand on a peur, mais comme on serre quand on est prêt. C'était la première étreinte, celle d'avant la fête, celle qui signifiait « Je suis avec toi ». Quoi qu'il arrive, je suis avec toi. Allons-y, dis-je. La salle de bal était le chef-d'œuvre de Gérald. Des lustres en cristal suspendus à un plafond voûté, des parquets polis à la perfection, brillants comme un miroir. Un orchestre de 12 musiciens sur une scène surélevée, à l'extrémité. Ils jouaient des standards. Sinatra, Bennett. Le genre de musique que mon père pensait faire se sentir riche. Des pyramides de coupes de champagne, 3 d'entre elles. Des verres empilés qui captaient la lumière. Le personnel de service, en gilet noir, se faufilait dans la foule avec des plateaux d'argent garnis d'amuse-bouches dont je ne connaissais pas le nom. 140 invités. Je les comptais en parcourant la pièce. Des membres du conseil d'administration en costume sur mesure, des partenaires commerciaux avec leurs épouses, le maire de Charlotte, 2 représentants de l'État, le conseiller juridique externe de l'entreprise, un homme nommé Phillips, qui facturait 400 $ de l'heure et qui semblait n'avoir jamais manqué un repas. 3 journalistes de la presse économique régionale se tenaient là près du bar, des carnets à la main. Gérald tenait salon près des portes de la terrasse, un verre de bourbon à la main, Colton à ses côtés, dans un nouveau costume, anthracite, coupe ajustée. À son poignet, une montre que Gérald lui avait offerte pour Noël. Une Patek Philippe. Je le savais, car ma mère m'avait envoyé par SMS une photo du reçu. « N'est-ce pas magnifique ?» avait-elle écrit. Je n'avais pas répondu. Diane ajustait le revers de Colton, lissant le tissu. Maternelle, fière, le portrait parfait d'une famille sur le point de couronner son prince. Je traversai la pièce, serrai des mains, souris. Bonne année. Tellement contente que vous ayez pu venir. La salle de bal est magnifique. Des banalités, faciles, répétées. Hélène Ostraki était près du bar sirotant de l'eau. Elle croisa mon regard à travers la pièce. Un signe de tête. Bref, sans un mot. Je vérifiai mon téléphone. 10h47. Le brouillon de courriel était toujours là. Approuver et soumettre. Bouton gris. En attente. Je glissai le téléphone dans ma pochette et pris une coupe de champagne. Je ne bus pas. Pas encore. 11h15. La fête battait son plein. Des rires, de la musique et le tintement des verres. Je touchai le bras de Nathan. Je reviens tout de suite. Il me regarda, comprit. Prends ton temps. Je sortis de la salle de bal et m'engageai dans le couloir. La propriété était une grande demeure, du genre avec des couloirs qui résonnaient quand personne n'y était. Le bureau de Gérald était au bout de l'aile est, la porte sombre ouverte. J'entrai. Le classeur se tenait contre le mur, à sa place habituelle. Le bureau était rangé. Un porte-stylo, une photo de famille, le tiroir supérieur droit. Je l'ouvris. La clé était là, derrière la boîte de stylos monogrammée. Comme toujours. Le même laiton. La même éraflure. Je la pris, la tins dans ma paume, en sentis le poids. Je n'en avais plus besoin. Chaque document important était déjà dans le système de la SEC. Les contrats, les signatures, le courriel. Les mots de Gérald capturés en pixels sur un serveur gouvernemental.
Le classeur m'avait donné tout ce qu'il pouvait donner. Je remis la clé exactement à sa place derrière les stylos. Je refermai le tiroir. Je restai un instant dans le bureau sombre. À travers le mur, j'entendais l'orchestre jouer. Basse et trompette étouffée. Le rire d'une femme quelque part dans le couloir. Je retournai à la salle de bal. Nathan se tenait près des portes de la terrasse, un verre d'eau à la main. Il me tendit ma coupe de champagne. Je l'avais laissée sur une table. « C'est fait ?» demanda-t-il. Il n'y avait rien à faire. J'avais juste eu besoin de remettre quelque chose à sa place. Il ne demanda pas quoi. Il prit mon bras. Nous nous dirigeâmes vers la piste de danse. « Il est presque minuit, dit-il. Je sais. » L'orchestre joua une chanson lente. Nous ne dansâmes pas. Nous restâmes juste près du bord et attendîmes. 11h58. L'orchestre s'arrêta au milieu d'un morceau. Gérald se dirigea vers la scène. Quelqu'un lui tendit un microphone. Quelqu'un d'autre lui tendit une coupe de champagne. Fraîche, pleine, les bulles montant. La pièce se tut. 140 visages se tournèrent vers la scène. Les lustres captaient la lumière et projetaient de petits diamants sur le plafond. Gérald s'éclaircit la gorge. « Il y a 30 ans, commença-t-il, j'ai fondé cette entreprise dans un entrepôt loué en dehors de Charlotte avec un seul camion et une ligne de crédit que 3 banques avaient eu la bonne idée d'approuver. » Un rire monta de la foule. Chaleureux, rodé, Gérald était doué pour ça. Il l'avait toujours été. Il retraça l'histoire, les premiers contrats, la première extension d'entrepôt, l'introduction en bourse, les années de croissance. 230 employés qui comptaient sur Sears Meridian pour recevoir leur salaire toutes les 2 semaines. Puis il marqua une pause, regarda la foule, trouva Colton au premier rang. « Mais chaque fondateur doit faire face à une question, » dit Gérald. « Qui va poursuivre l'œuvre? À qui confiez-vous ce que vous avez bâti ?» Il leva son verre. La pièce leva les siens. « Ce soir, en ce début de nouvelle année, je transmets officiellement la direction de Sears Meridian Group à mon fils, Colton Sears. » La voix de Gérald se brisa légèrement. Émotion ou théâtre? Je n'avais jamais pu faire la différence avec lui, celui qui l'avait réellement mérité. Standing ovation. Coupe de champagne levée. Colton monta sur scène, serra la main de Gérald, des flashs de la presse économique crépitèrent, Diane au premier rang, s'essuyant les yeux avec une serviette. Je me tenais près du mur du fond. La main de Nathan trouva la mienne sous ma pochette. La deuxième étreinte, celle du déclenchement, celle qui signifiait « Maintenant ». Quelqu'un commença le compte à rebours. 19-8. La pièce chanta à l'unisson. 7. J'ouvris ma pochette, sortis mon téléphone, le déverrouillai. 6. J'ouvris le portail de la SEC. Le brouillon de soumission se chargea. 42 pages, 3 contrats, un courriel de dissimulation, une chronologie. 5. Le bouton gris. Approuver et soumettre. Mon pouce plana au-dessus. 4. Nathan se pencha près de mon oreille. « Tu es sûr ?» 3. J'en étais sûr depuis 14 mois. 2. Je pris une inspiration. À minuit, des feux d'artifice éclatèrent sur la terrasse. À travers les portes vitrées, je pouvais voir des étincelles dorées et argentées pleuvoir sur la pelouse. La salle explosa. Des cris de joie, des cotillons, des bouchons de champagne qui sautaient dans toutes les directions. L'orchestre entama « à langue signe ». Des confettis tombèrent de quelque part au-dessus des lustres. J'appuyai sur le bouton. L'écran changea. Un cercle de chargement. Puis, soumission reçue. Numéro de référence SEC-WB-25-25-4-1-738. 3 secondes après minuit, heure normale de l'Est. L'année passée était révolue. La nouvelle année portait des preuves. Je fermai l'application, verrouillai le téléphone, le remis dans ma pochette, pris ma coupe de champagne sur la table à côté de moi, en bus une gorgée. Les bulles étaient encore fraîches. Mon téléphone vibra dans ma pochette. Un courriel de confirmation. Le son de notification. Le même son que j'avais entendu 13 mois auparavant
lorsque le premier tuyau avait été accepté. Je le réduisis au silence sans regarder. Nathan me serra contre lui, un bras autour de ma taille. « Bonne année », dit-il. « Bonne année ». Pendant 11 minutes, la fête continua. L'orchestre jouait, les gens dansaient. Colton recevait les félicitations près de la scène. Gérald serrait des mains près du bar. Diane posait pour des photos. Nathan et moi dansions. Une chanson, une lente. Sa main dans mon dos, mon téléphone dans ma pochette. Le courriel le plus cher que j'ai jamais envoyé déjà sur un serveur fédéral. 11 minutes de normalité. Puis le premier téléphone vibra. 12h11. Mark Weber se trouvait près du bar. Chef de cabinet, 52 ans, costume gris, cravate sobre, le genre d'homme qui gagnait sa vie en se tenant à 1 mètre derrière Gerald Sears et en sachant tout avant lui. Son téléphone vibra. Il le sortit de sa veste, lut l'écran, le relut. Le cabinet d'avocats externe de l'entreprise gérait un système automatisé de surveillance réglementaire. Toute nouvelle déclaration auprès de la SEC faisant référence à Sears Meridian Group déclenchait une alerte. C'était un service standard. La plupart des entreprises cotées en bourse en avaient un. Le genre de chose à laquelle personne ne pense tant que l'alerte ne se déclenche pas réellement. Elle venait de se déclencher. Mark posa son verre. Son visage changea, comme un visage change lorsque les calculs ne concordent plus. Pas de panique, pas de peur, juste une soudaine réévaluation de tout. Il se dirigea vers Gérald. Ni vite, ni lentement. Le pas d'un homme qui sait que ce qu'il est sur le point de dire ne pourra être retiré. Gérald était toujours près des portes de la terrasse, tenant sa coupe de champagne, souriant, serrant la main d'un membre du conseil d'administration. Mark se pencha près de l'oreille de Gérald. Je ne pouvais pas entendre les mots d'aussi loin, mais je pouvais lire la posture. La main de Mark sur l'épaule de Gérald, le sourire de Gérald s'effaça, non pas graduellement, mais d'un coup, comme un interrupteur. Gérald posa sa coupe de champagne sur la table la plus proche. Il ne la termina pas. La coupe resta là, intacte, les bulles montant sans but. Il murmura quelque chose à Mark en retour. Mark secoua la tête. Gérald regarda à travers la pièce. Ses yeux parcoururent la foule, passèrent les danseurs, le personnel de service, Colton près de la scène, et me trouvèrent, debout près du mur du fond, Nathan à mes côtés, une coupe de champagne à la main. Je soutins son regard, ne détournai pas les yeux. Il me regarda pendant ce qui me sembla une minute entière. Puis, il se tourna de nouveau vers Mark. 12h13. Gérald entraîna l'avocat externe Philippe dans un coin près des portes de la terrasse. Une conversation urgente. Philippe vérifia son téléphone, hocha la tête, sa mâchoire se crispa. Ils murmurèrent. Colton remarqua. Il avait reçu les félicitations près de la scène. Coupe de champagne à la main, souriant. Il traversa la pièce. « Papa, que se passe-t-il » Gérald ne le regarda pas. « Pas maintenant, papa. Les gens me posaient des questions sur le calendrier de transition. Je dois… »« Pas maintenant, Colton, dis-je. » Le sourire de Colton s'effaça. Il regarda Mark, regarda Philippe. Ah, aucun d'eux ne le regarda en retour. Le murmure se répandit comme l'eau dans les fissures. Les membres du conseil d'administration vérifiant leur téléphone, un groupe de costards près du bar, tête penchée. 2 directeurs se regardèrent à travers la pièce et l'un d'eux articula quelque chose que je ne pus lire. Hélène Ostraki se tenait près de la table des desserts. Elle ne vérifiait pas son téléphone. Elle observait, sirotant de l'eau. Patiente. Diane traversa la pièce jusqu'à Gérald. « Que s'est-il passé ? Tu as l'air pâle. »« Nous avons un problème. » »« Quel genre de problème ?» La voix de Gérald était basse, contrôlée, mais elle portait. Le genre qui n'attend pas le matin. Diane regarda Philippe, regarda Mark, regarda autour de la pièce les invités qui dansaient encore, riaient encore, toujours inconscients. Puis elle me regarda. Je me tenais au même endroit. La main de Nathan sur mon bras, ma coupe de champagne à moitié vide.
Diane me regarda de la manière dont on regarde quelqu'un que l'on soupçonne de quelque chose sans pouvoir le prouver. Un long regard. Puis elle se tourna de nouveau vers Gérald. L'orchestre jouait toujours, mais l'énergie avait changé. Tout le monde le sentait. 12h17. Gérald retourna sur scène. Lentement, avec mesure. La démarche d'un homme portant quelque chose de lourd que personne d'autre ne pouvait voir. Il fit signe au chef d'orchestre. Une main levée. La musique s'arrêta en pleine phrase. Trompette coupée court. Batterie silencieuse. La main du bassiste se posa à plat sur les cordes. Le silence frappa la pièce comme un mur. 140 visages se tournèrent vers la scène pour la deuxième fois de la soirée. Gérald saisit le microphone. Sa main était ferme. Sa voix ne l'était pas. Je dois faire une brève annonce supplémentaire. La pièce était immobile. Non pas de l'immobilité confortable de l'attente, mais de l'immobilité rigide de l'alarme. En raison d'une question réglementaire qui vient d'être portée à notre attention, la transition de leadership que j'ai annoncée plus tôt sera suspendue, avec effet immédiat. Le silence fut complet. Le genre de silence où l'on entend les bulles de champagne éclater à la surface. Colton se tenait à 1 mètre de la scène. Sa coupe de champagne était toujours à la main. « Quoi ?» Il s'avança. « Papa, de quoi parles-tu ?»« Colton, s'il te plaît, pas ici. Tu viens de dire à toutes les personnes présentes dans cette pièce que je suis le PDG. Tu t'es tenu sur cette scène et tu as dit... » J'ai dit pas ici. La voix de Gérald se brisa. Non pas d'émotion, mais d'autorité défaillante. Le visage de Colton se vida de ses couleurs, la montre à son poignet, le Patek Philippe, le cadeau de Noël, capta la lumière du lustre. Des murmures se répandirent dans la pièce. Les invités se regardèrent. Le chef d'orchestre resta figé, sa baguette à la main. Une coupe de champagne tinta contre une table quelque part derrière moi. Un traiteur s'arrêta en plein mouvement près de la tour de dessert. Je me tenais près du mur du fond, Nathan à mes côtés. Ma coupe de champagne était à la main. J'en pris une gorgée de plus. L'orchestre ne joua plus. 12h25. La fête se disloquait. Les invités cherchèrent leurs manteaux. Des adieux maladroits à la porte. Merci pour cette charmante soirée. Bonne année. Rentrez prudemment. C'était le langage des gens qui ne savaient pas ce qu'ils venèrent de voir, mais savaient qu'ils devaient partir. Colton était sur la terrasse, le téléphone pressé contre l'oreille, faisant les 100 pas. Sa voix portait à travers les portes vitrées, mais je ne pouvais pas distinguer les mots, seulement le ton. Un ton paniqué. Je descendis le couloir vers le vestiaire. Gérald était assis sur un banc près de l'escalier, seul, les mains sur les genoux, sa veste de costume déboutonnée. Il semblait avoir 10 ans de plus qu'il y a 2 heures. Il me vit. C'était toi. Ce n'était pas une question. Je ne dis rien. Je restai dans le couloir et le laissai remplir le silence. Depuis combien de temps ? 14 mois. Il expira. Une longue respiration. Le genre qui vous vide. Je savais pour Greystone. Je pensais pouvoir gérer ça. Le réparer avant que quiconque ne s'en aperçoive. Restructurer les contrats. Éliminer le fournisseur. Tu ne le réparais pas, tu le cachais. Il fixa le sol. Mon père a tout perdu parce qu'il n'avait pas de fils pour prendre la relève. Je me suis dit que je ne ferais pas la même erreur. Il leva les yeux vers moi. Ses yeux étaient rouges, mais secs. Je savais que Colton n'était pas prêt. Je ne pouvais juste pas laisser ton grand-père avoir raison. Je restais là. Je laissais cette phrase planer dans l'air. Mon père, âgé de 63 ans, assis sur un banc dans un couloir tandis que sa fête s'effondrait autour de lui, piégé par l'échec d'un homme mort. Grand-père n'a pas perdu son entreprise à cause du père de sa fille. Il l'a perdue parce qu'il ne leur a jamais fait confiance. Diane apparut au bout du couloir, son manteau sur elle, une pochette à la main. Ses yeux étaient durs, non pas tristes, ni confus, mais en colère. Elle marcha vers moi, ses talons claquant sur le parquet. Gérald ne se leva pas. « Comprends-tu ce que tu as fait ?» Sa voix était tendue, contrôlée, le même contrôle qu'elle avait utilisé toute ma vie pour aplanir chaque fissure dans cette famille.
à cette famille, à ton père, à tout ce qu'il a bâti. J'attendis. Je savais ce qui allait venir. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Les mêmes mots, le même ton. La phrase qu'elle avait utilisée à chaque repas de l'Action de grâce, à chaque appel téléphonique, à chaque fois que j'avais essayé de me faire entendre. Mais cette fois, j'en avais assez de l'entendre. C'était déjà difficile, maman. Ma voix était égale. Je ne l'élevais pas. Tu ne l'as juste pas remarqué. Elle ouvrit la bouche, la referma. Sa mâchoire travailla, mais rien n'en sortit. Pour la première fois de ma vie, Diane Sears n'eut pas de suite, pas d'apaisement, pas de redirection. Elle se retourna, marcha vers la porte d'entrée, sans regarder en arrière. Nathan apparut, mon manteau drapé sur son bras. Il me le tendit. Je l'enfilai. Nous marchâmes ensemble vers la porte d'entrée. L'allée était bordée de voitures en partance. Des feux arrière rouges s'éloignaient sur le chemin de gravier. Les camions de traiteurs remballaient déjà. La tente au-dessus de la terrasse était sombre. Je m'arrêtai à la voiture, regardai en arrière vers la maison. Chaque fenêtre était encore éclairée. Une grande maison pleine de lumière vide. Nathan m'ouvrit la portière. Je montai. Il conduisit. Nous ne parlâmes pas pendant les 20 premières minutes. Puis, ça va? Pas encore, mais ça ira. En janvier, les conséquences arrivèrent par vagues. La première semaine, le groupe Sears Meridian déposa un formulaire 8K auprès de la SEC, révélant une enquête interne sur des transactions liées à des fournisseurs au sein de la division de développement commercial. L'action chuta de 14% en 2 jours de bourse. Le Charlotte Business Journal le publia en première page. Sears Meridian révèle une enquête de la SEC. La deuxième semaine, le conseil d'administration convoqua une session d'urgence de 6 heures à huis clos. Quand ils en sortirent, Gerald Sears avait accepté de se retirer de son poste de PDG en attendant les résultats de l'enquête. Aucune négociation d'indemnité de départ, aucune période de transition. Avec effet immédiat. Helen Ostracki fut nommée présidente par intérim du conseil d'administration. La 3e semaine, Colton fut mis en congé administratif. Son titre de vice-président fut suspendu. Son badge d'accès fut désactivé. Les comptes de Greystone Industrial Supply furent gelés par décision de justice. David Morel reçut une assignation à comparaître à son domicile d'Atlanta. Le conseil d'administration me demanda de servir en tant que directrice financière par intérim. J'acceptai. Mon premier acte fut un audit complet des fournisseurs sur les 4 sites, transparent, documenté, dans les règles de l'art. Les 230 employés conservèrent leur emploi. L'entreprise ne s'effondra pas. Elle pivota. Je restructurai le circuit des fournisseurs en 60 jours, remplaçant les contrats de Greystone par 3 fournisseurs vérifiés. La paie fut versée toutes les 2 semaines, sans interruption. Colton m'appela une fois. Je laissai le message sur la messagerie vocale. Son message était court. « J'espère que tu es heureuse. » Je le supprimai. Gérald envoya une lettre manuscrite sur son papier à en-tête personnelle. 2 phrases. « Tu as toujours été la colonne vertébrale. » J'étais trop aveugle pour le dire. Je la lus, la pliai, la mis dans le tiroir de mon bureau au travail. Ne répondit pas. En février, un nouveau membre du conseil d'administration me demanda, lors d'une réunion de comité, comment j'étais arrivée au poste de directrice financière. Je la regardai par-delà la table de conférence. « C'est moi qui l'ai réellement mérité, » dis-je. La pièce devint silencieuse. Helen Ostracki sourit dans son verre d'eau. Je ne l'avais pas dit pour faire de l'esprit. Je l'avais dit parce que c'était vrai et parce que la dernière personne à avoir prononcé ces mots s'était trompée. Mars. L'enquête de la SEC était en cours. Mon avocate, Claire, me dit que l'affaire progressait. Les sanctions totales envisagées dépassaient 4 millions de dollars. En tant que lanceuse d'alerte, ma récompense pourrait varier de 400 000 à 1,2 million de dollars. Je lui dis que je ne voulais pas encore penser au montant. Je pensais plutôt à l'audit trimestriel. Pour la première fois depuis des années, il était impeccable.
chaque fournisseur vérifié, chaque paiement traçable, chaque chiffre réel. Nathan et moi plantâmes un jardin ce printemps-là. Des tomates, du basilic, une rangée d'herbes aromatiques le long de la clôture arrière, quelque chose qui poussait parce que nous en prenions soin, quelque chose dont personne d'autre ne pourrait s'attribuer le mérite. Au travail, j'embauchais 2 nouveaux analystes pour le département financier, promue Pamela au poste de coordinatrice de département. Elle pleura dans mon bureau pendant environ 3 secondes, puis se ressaisit et demanda quand elle pourrait commencer. Ma mère appela une fois, fin mars. Ton père ne va pas bien. Sa tension artérielle, le stress. Je suis désolée d'entendre cela. Il peut m'appeler quand il sera prêt à parler honnêtement. Gérald n'appela pas. C'était bien ainsi. Je n'avais pas besoin qu'il le fasse. Il y avait une limite maintenant, claire, visible. J'aimais mon père. Je ne lui faisais pas confiance. Et j'avais appris que ce sont des choses différentes. On peut aimer quelqu'un et refuser de le laisser vous utiliser. On peut regretter quelqu'un et quand même verrouiller la porte. Le printemps arriva tôt cette année-là. Les tomates poussèrent plus vite que prévu. Nathan construisit un treillis avec du bois de récupération un samedi après-midi. Je regardais depuis la fenêtre de la cuisine et pensais « Voilà à quoi ressemble la paix quand on la gagne ». J'avais l'habitude de penser que gagner sa place dans une famille signifiait être silencieuse, être utile, être celle qui restait tard, qui repérait les erreurs et ne demandait jamais d'applaudissements. Mais gagner sa place ne consiste pas en ce qu'ils vous permettent de faire. Il s'agit de ce que vous refusez de les laisser prendre.